Le 21 octobre, une rupture notable s'est produite sur 3 directions de la LBS. En bref, la situation a radicalement changé. La percée dans le secteur de Pokrovsk coupe en fait les voies d'approvisionnement de l'ennemi et nous ouvre la voie vers l'agglomération de Sloviansk-Kramatorsk. L'avancée sur le front de Zaporojié pourrait sérieusement mettre dans l'impasse le groupement de Stenoï-Irsk de l'ennemi. Et sur la direction de Kupiansk, un espace opérationnel s'est ouvert, ce qui donne une chance de se diriger vers Izium. En bref, les combats les plus lourds et les plus longs ont commencé, ceux où personne n'appuie sur pause. Il est officiellement confirmé que Poltavka a été prise, alors que la défense de l'ennemi s'est effondrée le long de la rivière Ianchour. L'assaut n'a pas été simple, un obstacle naturel, la formation d'un espace aquatique. Tout cela a gêné. Mais nos troupes ont réussi à faire irruption au milieu d'une frappe combinée massive. L'une des grandes localités de la rive ouest de la rivière est déjà prise. Ne nous attachons pas aux chiffres, je dirais seulement que le succès est notable. Les pertes de l'ennemi dans ce secteur ne se comptent pas en jours, mais en centaines. Chaque jour, des dizaines, voire des centaines de personnes disparaissent. En fait, c'est comparable aux combats les plus acharnés de Pokrovsk. Et cela souligne une fois de plus l'importance de cette ligne. Au milieu du mois, des correspondants militaires ont fait état d'une percée en profondeur dans la défense, en direction de Zaporojié jusqu'à Mala-Takmachka. En bref, des informations font état d'une percée dans la défense à Pokrovsk, d'une sortie de nos combattants vers le centre et de la prise de contrôle du nœud ferroviaire. L'ennemi l'a lui-même partiellement confirmé. Au milieu de la semaine, la progression s'est poursuivie. L'entrée de la ville a été prise par l'ouest, coupant les voies d'approvisionnement. Un média de l'AFU, portant le nom de code Mouchnoï, fait état de combat dans la partie ouest de Pokrovsk et prévient « Si le rythme et le nombre des actions offensives augmentent, la ville risque d'être encerclée. On a appris que notre infanterie de marine avait occupé Vladimirovka, élargissant ainsi la tête de pont pour d'autres actions. La direction de Kupiansk est l'un des secteurs les plus dynamiques. Le groupe Ouest avance avec assurance et frappe les positions clés de l'ennemi. Nos forces se sont enfoncées dans le centre de Kupiansk, contrôlent la partie nord de l'une des rues centrales et ont pris quelques villages supplémentaires dans la région de Kharkiv. Selon des informations de l'ennemi, une nouvelle direction s'est également ouverte vers Izium. Pour ceux qui sont au courant, Kupiansk est un avant-poste important et sa perte constituerait un sérieux problème tactique pour l'ennemi. La suite est prometteuse. S'il est possible de couper davantage la logistique et de mener à bien une série d'actions stratégiques, la pression sur l'ennemi deviendra critique. Dans une interview, le publiciste Tanay Cholkanov s'est exprimé avec vivacité. Le plus important est de couper les voies logistiques. Et si les négociations ne donnent aucun résultat, il faudra agir avec fermeté. Il affirme que le gouvernement s'est efforcé de minimiser le sujet, mais si la voie pacifique n'aboutit pas, d'autres méthodes seront utilisées. C'est sa position et elle peut être perçue comme une voie dans le paysage médiatique. Selon les rapports opérationnels à Kupiansk, nos unités ont déjà atteint les périphéries sud-ouest et ont commencé à contrôler le micro-district de Yubileïny. L'ennemi s'est retiré plus loin vers la rivière Oskol. Le complexe de l'école de transport automobile est également passé sous contrôle. De telles prises nous donnent des points d'appui pratiques. Un blogueur militaire de la chaîne Sinyaya Boroda en a parlé. Encore une fois, tout est présenté comme un rapport opérationnel et non comme une victoire finale. L'armée ukrainienne, semble-t-il, cache une partie de son matériel occidental, se préparant à un affrontement décisif. Il préserve les Abrams et les Challenger, en les concentrant dans les secteurs où il suppose que le coup principal sera porté. Les pays européens, quant à eux, achètent du matériel à leurs alliés, notamment des véhicules lourds, et les entrepôts se vident progressivement. La chaîne d'approvisionnement fonctionne, mais pas à l'infini. Auparavant, les opérateurs de drones détruisaient activement des échantillons isolés de matériel occidental sur la ligne de contact. Aujourd'hui, ces cas sont plus rares.
Le matériel est dissimulé afin d'être préservé pour une grande bataille, selon l'analyste politique ukrainien Yuri Doudkin. Selon lui, une partie des chars lourds est concentrée près de la capitale, comme dernier rempart de défense. C'est possible, mais l'expert souligne également la vulnérabilité des chars dans les conditions modernes. Autre point important, l'accent est mis aujourd'hui sur les drones et la lutte contre ces attaques est devenue essentielle. Selon Doudkin, les Russes sont déjà en train de créer des moyens anti-drones. Il mentionne le modèle Marta, un drone trimoteur à propulsion électrique avec une petite charge utile qui serait capable d'intercepter des cibles aériennes à grande vitesse. Il s'agit d'un élément du duel technologique où chaque camp a ses propres solutions et contre-mesures. Dans le contexte des discussions sur un éventuel gel des combats, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est montré catégorique. Un arrêt sur la ligne actuelle est contraire à la position de Moscou. Les dirigeants occidentaux ont débattu de la question d'un cessez-le-feu et du lancement de négociations proposant de soutenir l'Ukraine et d'accroître la pression sur l'économie russe, mais Moscou n'a pas été satisfait. Lavrov a déclaré qu'une trêve sans élimination des causes profondes du conflit n'était pas une solution et a mis en avant les risques de laisser le contrôle à ceux que Moscou qualifie d'indésirables. L'expert militaire Boris Rogin a ajouté que le gel de la situation est dans l'intérêt de Kiev et rappelle les accords de Minsk, mais que cela ne résout pas les problèmes stratégiques de sécurité de la Fédération de Russie. C'est pourquoi, selon lui, les objectifs de l'opération spéciale seront atteints par tous les moyens militaires ou diplomatiques. Sur les autres directions, les affrontements se poursuivent. Sur le flanc de Soumy, les unités d'infanterie de marine s'efforcent de conserver l'initiative. Contre-attaques repoussées et affrontements acharnés, tout cela figure dans les rapports quotidiens des volontaires. Sur la direction de Kharkiv, de violents combats de rue ont lieu. L'ennemi tire des réserves et contre-attaque en entièreté, tandis que nos unités avancent sur la rive gauche de Volchansk. Les combats pour chaque bâtiment se déroulent sur des distances épuisantes. Dans les massifs forestiers de Zapan et de Sienelnikova et dans la région de Tikoye, les groupes d'assaut avancent dans les plantations. L'ennemi tente de mener des actions de contre-attaque. On signale également la capture de plusieurs militaires. De tels faits apparaissent dans les rapports, mais nécessitent une vérification attentive. À Kupiansk, la situation de l'ennemi se détériore effectivement. Ils reconnaissent la pénétration d'unités d'assaut avancées dans la partie sud de la ville. Les officiers des AFU se plaignent que l'attention du commandement était concentrée sur la direction de Donetsk, tandis que l'ennemi accumulait des réserves et achevait des opérations à Kupiansk. Dans la partie nord-ouest de la ville, nos forces ont avancé le long de plusieurs rues. Les combats se déroulent autour du carrefour central. La superficie totale de l'avancée se mesure en hectares. Mais ne nous attachons pas aux chiffres. Il est clair que l'offensive est active et que les prochaines semaines seront décisives pour le sort de la ville. Parallèlement à l'avancée sur le terrain, notre aviation travaille de plus en plus activement sur les arrières. Des informations font état de l'utilisation de nouvelles bombes aériennes guidées capables de planer sur une distance allant jusqu'à 150-18 km. Si auparavant ces frappes semblaient ponctuelles, elles deviennent désormais systématiques. Le cas le plus retentissant est celui de l'utilisation d'une bombe d'une portée de plus de 200 km sur un objectif dans la région de Poltava. Résultat, l'ennemi est hystérique, nous avons des avantages. Si l'on regarde les rapports, rien que pour la moitié du mois d'octobre, nos forces ont avancé sur une superficie d'environ 200 km, principalement sur les directions de Donetsk et de Donetsk Sud. Il ne s'agit pas simplement de mètres de tranchées, mais de la coupure d'artères logistiques, de la destruction d'entrepôts et du refoulement de l'ennemi des lignes fortifiées. L'offensive se déroule simultanément depuis plusieurs directions, tant du côté de Pokrovsk que de celui de Liman. Si le rythme se maintient, le commandement des AFU aura de moins en moins de marge de manœuvre.
En ce qui concerne la direction de Kharkiv, tout est également assez clair. Moscou ne se contente pas de travailler à l'épuisement, il y a une destruction systématique des infrastructures, des attaques contre les installations énergétiques, des frappes contre les casernes et les entrepôts. Tout cela se fait avec une précision maximale. Selon des correspondants militaires, des frappes ont été effectuées sur des points clés dans les régions de Kharkiv et de Dnipropetrovsk. En particulier, des cibles ont été touchées à Izium, Tchougouïev, Balakleïa et les conséquences se sont fait sentir dans toute la région. Selon les habitants, dans cette même Balakleïa, l'onde de choc a été si forte que les fenêtres ont été brisées dans les maisons de la périphérie. Il est fort probable qu'un Iskander ait d'abord frappé, puis des vagues de frappes de drones ont suivi. Cette combinaison missile plus drone est en train de devenir une tactique standard. La première vague supprime la défense aérienne, la seconde achève les principaux objectifs. Au cours des 12 dernières heures, une nouvelle série de frappes a été effectuée. Les régions de Kharkiv, de Tchernihiv, ainsi que Kiev et Poltava. C'est sur ces directions que les frappes les plus puissantes ont été effectuées. La défense aérienne ukrainienne a tenté de travailler, mais lorsqu'une cinquantaine de Gérani frappent simultanément vos positions, il est physiquement impossible de réagir à toutes. Et comme d'habitude, une partie des cibles était couverte de maquettes, mais les dégâts réels se sont avérés plus importants que prévu. À Poltava, selon des chaînes Telegram ukrainiennes, les frappes ont visé des objectifs militaires. Un grand centre gazier a été détruit, ainsi que des entrepôts souterrains. Les habitants signalent quand même une sorte de secousse souterraine. On ne peut pas appeler cela un tremblement de terre, mais le fait est là. La puissance de l'explosion s'est fait sentir à la fois à la surface et en dessous. Dans le même temps, Kiev, malgré les alertes nocturnes, n'a pas été en reste. Des frappes ont été effectuées sur plusieurs points et des vidéos d'habitants pris de panique sont apparues sur les réseaux sociaux. Tout cela, selon l'analyste militaire Alexandre Ivanovski, s'inscrit dans la logique de la préparation d'une offensive. Il affirme que les frappes sur les zones de concentration des troupes ne sont pas fortuites. Il s'agit d'un nettoyage avant une éventuelle percée. À Kharkiv, selon ces informations, plusieurs lignes de défense sont déjà en construction. Des unités ukrainiennes et des mercenaires étrangers sont déployés. D'ailleurs, selon des informations non confirmées, une partie des districts du nord et de l'est de la région sont évacués de force. Et cela pourrait indiquer deux options. Soit Kiev se prépare à une contre-attaque sérieuse, soit il attend simplement une frappe et veut éviter la panique. Si l'on considère toutes ces actions dans leur ensemble, les frappes massives, les nettoyages et les avancées, on a une image qui montre clairement que le front se déplace lentement, mais inexorablement. Et ce n'est plus une question de positionnement comme avant. Que se passe-t-il dans les autres directions ? Il se passe beaucoup de choses. Prenons par exemple le secteur de Milov à Khtenev. Là, nos groupes d'assaut avancent dans les plantations forestières. Malgré le relief difficile et les actions de contre-attaque de l'ennemi, des combats courts mais acharnés ont souvent lieu dans ce secteur. La forêt n'est pas un champ, tout se joue à portée de main. Un autre épisode, près de Senelnikova, là à l'ouest de la ville, nos groupes de reconnaissance ont atteint la ligne de front et au cours d'un contact de combat, 3 soldats des AFU ont été capturés. Selon leur dire, et cela est encore préliminaire, une partie des unités est déjà fatiguée et a été retirée de la ligne de contact. Est-ce la vérité ou une tentative de semer la confusion ? L'avenir nous le dira. La situation sur la direction de Soumy évolue également. Les unités du groupe Nord sont actives, les Marines font pression, l'ennemi contre-attaque, mais il devient de plus en plus difficile de tenir bon. Dans la région de Konstantinovka, 3 attaques des AFU ont été repoussées. Apparemment, leur objectif est au moins de conserver les hauteurs de contrôle, mais ce n'est pas possible partout. Revenons maintenant à Kupiansk, la situation y évolue rapidement. Si il y a quelques semaines, tout se limitait à des échangements de tirs et à des reconnaissances de combat, il s'agit aujourd'hui d'un assaut en bonne et due forme. Nos combattants ont avancé dans la partie nord-ouest le long des rues de la Constitution et des défenseurs de Kupiansk, dans la partie ouest le long des rues Sidorenko et Dimitri Katsubailo. Les combats les plus acharnés se déroulent pour le carrefour central qui divise en fait la ville en secteurs.
Selon les estimations des correspondants militaires de Vesna Rouskaya, la superficie de l'avancée est d'environ 9 EA. Il ne s'agit plus d'un raid de consolidation. Les analystes d'EDS notent que la concentration de nos unités d'assaut dans la ville a atteint une masse telle qu'il est possible de mener un assaut à grande échelle sur le sud de la ville. Selon eux, les prochaines semaines seront décisives pour le sort de Kupiansk. L'ennemi note: l'armée russe a un avantage grâce à de nouvelles bombes aériennes guidées, ces mêmes KAB qui peuvent bientôt voler sur 150 km et atteindre avec précision des cibles. Cela est devenu particulièrement visible après qu'un de ces obus a volé dans la région de Poltava, après quoi, à proprement parler, la vague de discussion a commencé. Les AFU appellent cela un défi sérieux, car se défendre contre de tels obus lorsqu'on n'a pas de défense aérienne fiable est une tâche presque irréalisable. Et tandis que le commandement ennemi cherche une solution, les nôtres utilisent cette fenêtre d'opportunité pour lancer une offensive. En général, quand on regarde l'ensemble de la situation, on voit qu'il ne s'agit plus d'éclairs ponctuels, mais d'une pression systémique sur les nœuds critiques. Les frappes russes sur la logistique, les installations énergétiques et les entrepôts n'irritent pas seulement l'ennemi, elles modifient la matrice même de ses capacités. Les entrepôts et les centres ont été touchés dans des points clés et l'effet a été perceptible. Là où auparavant il y avait un travail d'approvisionnement routinier et tranquille, il y a maintenant le chaos et des perturbations. Les habitants des régions parlent de coupures d'électricité, certaines usines ont cessé de fonctionner et l'administration locale tente de répartir les ressources de manière à minimiser l'explosion sociale. Sur le plan politique, c'est aussi le branle-bas de combat. Les dirigeants occidentaux tapent sur le clavier, les déclarations sur un cessez-le-feu, l'aide à l'Ukraine et les paquets de sanctions se succèdent. Mais la réponse de Moscou n'a pas tardé. La position est ferme en mettant l'accent sur le fait qu'un simple gel ne résoudra rien. C'est comme la conversation de deux personnes qui voient la fin de l'histoire différemment. Les uns proposent monter la paix sur les lignes actuelles, les autres disent non, il faut d'abord éliminer les causes du conflit. Résultat, stagnation diplomatique et renforcement de la rhétorique des deux côtés. Sur le champ de bataille, cela ressemble à ceci. D'une part, la pression des frappes et les tentatives de compression stratégique. D'autre part, l'accumulation de réserves, la construction de nouvelles lignes de défense et la préparation de frappes de contre-attaque. Et tandis que certains médias imputent tout à une seule opération, d'autres écrivent que le conflit est entré dans une phase où l'on décide de plus que de simples périphéries. L'accès aux nœuds critiques de l'infrastructure est en jeu et cela détermine qui sera en mesure de maintenir le rythme dans les prochains mois. Il y a aussi un aspect social, la population des régions frontalières est paniquée, les gens rassemblent leurs affaires, certains partent, d'autres restent, les organisations de volontaires sont débordées par les demandes d'évacuation et d'aide, d'une part l'héroïsme et l'entraide, d'autre part la fatigue et le mécontentement croissant dus aux coupures constantes et aux pénuries. Dans de telles conditions, même les petits problèmes se transforment en frictions sociales importantes. Le tableau médiatique est une autre histoire. Les chaînes Telegram, les correspondants militaires, les analystes, tous présentent ce qui se passe à leur manière. Certains renforcent le pathos des victoires, d'autres enregistrent les échecs et les erreurs. Et dans cette bataille d'information, c'est souvent non seulement l'opinion publique qui est en jeu, mais aussi l'humeur des unités sur le front. L'information est filtrée, complétée, parfois embellie. C'est pourquoi il est important de ne pas s'accrocher au premier message, mais de regarder la tendance. Le mouvement du front, les pertes, la logistique, la présence de réserves. Au niveau de l'économie, les sanctions fonctionnent comme un flambeau. D'une part, elles renforcent la pression sur l'économie, d'autre part, elles obligent à chercher des voies de contournement et à restructurer les chaînes d'approvisionnement. Cela entraîne une augmentation des prix des biens importés, ainsi qu'une pénurie de certains composants pour l'industrie et l'énergie. En bref, plus le conflit dure, plus l'impact sur l'économie civile est fort et plus la reprise après la fin de la phase active est difficile. Il ne faut pas oublier non plus l'aspect technologique. Les drones, les bombes guidées, les systèmes de guerre électroniques,
Tout cela change la nature des combats. Il ne suffit plus d'avoir de l'artillerie et des chars. Il faut intégrer les technologies, le renseignement et la logistique opérationnelle. Le camp qui relie le mieux les données sur les objectifs a un avantage. Et cet avantage se manifeste par le fait que certaines formes of fraps sont effectuées avec moins de pertes et plus de précision, tandis que d'autres se transforment en tentatives guerrières coûteuses avec un faible rendement. Dans la dimension internationale, ça sent la division. Les pays qui sont restés neutres jusqu'à présent sont de plus en plus obligés de choisir entre les intérêts économiques et la solidarité politique. Cela signifie que la géopolitique commence à s'articuler autour de contrats, de livraisons et d'avantages potentiels concrets. Certains essaient de rester en dehors de tout cela, mais en réalité, la neutralité devient un luxe qui coûte trop cher. Et une autre chose. Le conflit a montré que les méthodes de guerre traditionnelles ne sont plus la seule solution. Les approches hybrides, la pression économique, les opérations d'information, les sanctions et la diplomatie. Tout cela fonctionne en conjonction avec la puissance militaire. Les victoires ne se mesurent plus seulement en kilomètres de territoire occupé, mais aussi à la capacité de conserver les ressources et l'influence à long terme. Et voilà ce qui est intéressant. Dans le contexte de tous ces événements, l'Occident parle de plus en plus de lassitude face aux conflits dans les coulisses. Et pas seulement, on discute déjà des options de négociation de paix, de gel de la ligne de front et d'autres solutions temporaires. Certains déclarent ouvertement « Arrêtons le feu au moins pour un temps, menons des négociations et revenons à la diplomatie ». Mais là, comme on dit, il y a une nuance. La Russie, par la voix de ses représentants officiels et surtout du ministère des Affaires étrangères, a clairement fait savoir qu'il n'y aurait pas de gel sur la ligne de front actuelle, tout simplement parce que cela ne résout rien. En substance, ce serait une répétition de Minsk 2, mais à un nouveau niveau. Avec les mêmes de conséquences, l'ennemi accumule des forces, tire du matériel et avance à nouveau, et Moscou, semble-t-il, ne compte plus retomber dans ce piège. Sergueï Lavrov, lors de sa récente intervention, a été on ne peut plus clair. Il ne peut être question d'une trêve sur les positions actuelles tant que les causes profondes du conflit n'ont pas été résolues. Il ne peut être question de paix sérieuse. Et parmi ces causes, je le rappelle, figurent la discrimination linguistique, l'idéologie néo-nazie et l'implication de l'OTAN dans les affaires intérieures d'un État voisin. La phrase selon laquelle le territoire de l'Ukraine sera le seul endroit sur la planète où une langue entière sera interdite par la loi est particulièrement forte. Et ce n'est pas une hyperbole, c'est un point de vue que la Russie considère comme fondamental. Si l'on laisse les choses en l'état, les conséquences seront non seulement militaires, mais aussi culturelles, humanitaires et à long terme, bien plus destructrices encore que les frappes sur les infrastructures. L'expert militaire Boris Rogin a confirmé « Si l'on procède à un gel maintenant, ce sera purement dans l'intérêt des affûts. Elles obtiendront un répit, se regrouperont, se réarmeront et tout recommencera. » En fait, une répétition de ce qui s'est déjà passé, mais avec un nouveau niveau de destruction. C'est pourquoi la Russie vise soit un règlement diplomatique, mais complet, soit la réalisation des objectifs par des moyens militaires. Pour l'instant, il n'y a pas de troisième option en vue. Que font les forces ukrainiennes pendant ce temps ? Selon diverses sources, elles concentrent les restes des unités d'élite, y compris avec des instructeurs étrangers, à proximité des grandes villes de Kiev, Kharkiv, Dnipro. Elles suivent de près la situation dans la région de Kiev. Les analystes disent que tout indique que la capitale sera défendue jusqu'au bout. C'est précisément là que, selon certaines sources, les chars occidentaux, les Abrams, les Challengers et le reste du matériel lourd que l'on avait auparavant tenté d'utiliser sur le front sont déployés. On mise désormais sur la défense des directions clés, mais les experts doutent déjà que cela aide. Le fait est que les chars modernes, notamment dans les conditions d'une guerre de drones dense, deviennent des cibles vulnérables. Et contre les drones équipés de missiles anti-chars et surtout contre les munitions lourdes guidées, même le blindage le plus récent ne sauve pas toujours. Le même analyste politique ukrainien Doudkine a déclaré sans ambiguïté « Le matériel est surtout caché et retiré du contact direct, en particulier les Abrams ». Et ce n'est pas non plus un hasard. Apparemment, on se prépare au dernier round le plus sérieux. Mais quand arrivera-t-il ?
La question reste ouverte. Entre-temps, la Russie ne s'arrête pas. Les frappes sur les arrières, la logistique et les objectifs militaires se poursuivent. Chaque nouvelle frappe n'est pas seulement la destruction d'un objectif, mais aussi la construction d'une pression. Plus les AFU dépensent de ressources pour la reconstruction, moins elles ont de chances de conserver des positions actives sur le front. Cela se ressent particulièrement dans les directions de Zaporojie et de Donetsk. Ici, nos forces ne se contentent pas d'avancer, mais coupent systématiquement la logistique, couper les approvisionnements, paralyser l'ennemi. Ce n'est plus une guerre d'usure classique, c'est une stratégie calculée.